Voulez-vous vivre dans un monde de l'intelligence artificielle fermée, contrôlée et centralisée? Ou seriez-vous mieux placé pour avoir quelque chose de plus ouvert et transparent afin que les gens puissent et plus décentralisé? L'une des belles choses autour de la crypto, c'est que toute personne disposant d'une connexion Internet, n'importe où dans le monde, peut accéder pour la toute première fois à des services financiers. Christopher Perkins, associé directeur et président de CoinFund, une société d'investissement en actifs numériques de premier plan axée sur le soutien au développement des économies et technologies décentralisées pour le nouvel Internet. L'une des Des choses intéressantes avec la crypto, c'est que tout est instantanément mondial. Et cela aide à informer les valorisations. Vous avez ces protocoles qui existent sur Internet et ensuite n'importe qui peut exploiter ces protocoles, la connexion Internet et offrir une expérience utilisateur en première ligne aux gens du monde entier. Nous sommes ravis de contribuer à bâtir la prochaine génération de licornes dans notre secteur. C'est une période vraiment enthousiasmante. Bonjour, bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsée une fois de plus par businessabc.net, citisabc.com et wisdomia.ai. Dans cette série, nous avons présenté des personnalités très influentes de divers secteurs. Et l'une des choses que j'essaye toujours de faire, c'est de voir comment nous pouvons observer les personnalités, regarder cette mystification des hauts et des bas de chaque personne, et surtout comment nous pouvons réellement nous nourrir et apprendre avec elles. C'est donc avec grand plaisir et honneur que j'accueille dans notre série l'une des plus grandes personnalités du monde de l'investissement, une personnalité qui touche à de nombreux domaines différents entre la finance, les investissements et la technologie. Je souhaite donc la bienvenue à Christopher Perkins, qui fait partie du comité consultatif des marchés mondiaux de la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur marchandises et de son sous-comité sur le marché des actifs numériques, fournissant des conseils politiques sur les actifs numériques et la technologie Web 3.0. Christopher est également associé directeur et président de CoinFund, une société d'investissement en actifs numériques de premier plan axée sur le soutien au développement des économies décentralisées et des technologies pour le nouvel Internet. Dans ce rôle, il gère les opérations quotidiennes et travaille avec des investissements en crypto-monnaie et des stratégies Web3 en lien avec la finance traditionnelle. Chris soutient également la crypto en siégeant au comité consultatif sur les marchés mondiaux de la Commission américaine de régulation des contrats à terme sur matières premières et son sous-comité sur le marché des actifs numériques, apportant des analyses sur les politiques Web3 et les actifs numériques. Et il a été le co-inventeur du taux composite après empilement qui sert de référence pour les taux d'intérêt. Au stacking, si vous utilisez aussi de l'Ether, vous serez probablement concerné. Avant de rejoindre CoinFund en 2021, Perkins a passé plus de 10 ans chez Citi comme co-responsable mondial du clearing des contrats à terme et du courtage principal devises, fournissant des services de clearing, d'exécution et de courtage principal aux clients institutionnels. Chez Citi, il a collaboré avec les régulateurs sur des initiatives de restructuration et a compensé des centaines de milliers de milliards de dollars en valeur notionnelle. Et il a protégé environ 40 milliards de dollars d'actifs clients avant Citi. Il était le responsable américain de l'intermédiation des produits dérivés chez Lehman Brothers. Christophe a également un parcours exceptionnel, ayant servi dans le corps des Marines des États-Unis pendant plus de 9 ans, atteignant le grade de capitaine. Ses fonctions militaires incluent commandant de la batterie F du 2e bataillon des 11 Marines et coordinateur du soutien-feu en Irak. Il a cofondé les Veterans of Wall Street et Veterans in Digital Assets, soutenant les anciens combattants dans leur transition vers des carrières dans la finance et la technologie. C'est un honneur de vous avoir ici. Christophe Perkins, vous avez un parcours exceptionnel qui touche à beaucoup de domaines différents cela va de votre service dans le corps des Marines des États-Unis à votre rôle actuel au sein de la Blockchain Association, la communauté de la sécurité nationale, puis à la tête de l'un des plus grands fonds d'investissement, plateforme de crypto et de blockchain au monde. Donc, si votre vous de 12 ans voyait où vous en êtes maintenant, que penserait-il? Comment percevez-vous ce garçon de 12 ans en considérant ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Mon parcours a été incroyable.
Et si j'ai grandi dans le New Jersey, j'étais très enthousiaste à l'idée de quitter cette partie du monde et de découvrir ce qu'il y avait ailleurs, et j'ai fini par aller à l'Académie navale des États-Unis. Ensuite, j'ai été nommé officier dans les Marines. Cela m'a mené à une véritable aventure qui a duré les 9 années suivantes dans... J'ai occupé divers postes à l'étranger, surtout à Hawaï, et j'ai parcouru l'Asie. Et puis le 11 septembre est arrivé et a tout changé. Et j'ai été envoyé en Irak. J'ai servi dans le 2e bataillon 5e régiment de Marines en Irak. Lors de la bataille de Ramadi, l'une des plus ardues de la guerre en 2004-2005, j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai beaucoup appris sur la vie, ce qui m'a donné du recul, et j'ai finalement fait la transition vers la maison. Et la prochaine chose que j'ai su, j'essayais de comprendre ce que je voulais faire, si je voulais rester dans le gouvernement ou passer à la finance. Et on m'a présenté à un trader, en fait, avec qui j'avais servi chez Lehman Brothers. Et il m'a demandé, tu as un costume? J'ai dit oui. Il m'a demandé, et un curriculum vitae? Je suis entré chez Lehman Brothers. Et à ce moment-là, il y avait un énorme boom économique en 2006. Et j'ai eu de la chance, ils m'ont embauché sur le champ. Et la suite, c'est que je me suis retrouvé chez Lehman et j'ai commencé à développer une activité. J'ai toujours aimé innover et lancer de nouvelles choses. Et à l'époque, on lançait des activités dans les banques tout le temps. J'ai lancé une activité nommée intermédiation sur produits dérivés, courtage principal sur produits dérivés. J'ai saisi l'opportunité de reprendre l'entreprise que j'avais bâtie après le départ du patron. Ça se développait magnifiquement, puis nous avons fait faillite. Et ça a été une expérience incroyable, mais aussi terrible. Traverser ce genre d'expérience, comme l'effondrement de Lehman quand j'étais sur le parquet de la bourse, nous en apprend beaucoup sur les gens et sur nous-mêmes. Et c'est aussi une opportunité incroyable. Chaque crise offre une opportunité extraordinaire de grandir, d'évoluer et de nouer des liens lorsque les gens ont le plus besoin de vous. J'ai reçu un appel de Citigroup le lendemain. Ils m'ont dit, «Et tu veux un boulot?» J'ai répondu, «Eh bien, quel genre de package vous proposez?» Et ils ont dit, «C'est un package incroyable, Chris. Ça s'appelle un emploi.» Donc, j'ai pris le train C, je suis allé chez Citigroup et là, j'ai dû gérer mon propre bazar qui s'appelait Lehman Brothers. Toutes mes transactions avaient disparu, donc j'ai dû régler mes propres problèmes, couvrir mes propres risques. Ensuite, des lois ont été votées, tout comme des lois sont en train d'être votées aujourd'hui. D'ailleurs, on espère que vous allez voir le Sénat voter sur un projet de loi concernant les stablecoins. À l'époque, c'était Dodd-Frank. Et Dodd-Frank a complètement changé l'ensemble des services financiers. Nous avons dû prendre cette industrie des dérivés de 700 000 milliards de dollars. La crypto ne représente que 3,5 000 milliards en taille. L'industrie traditionnelle des dérivés s'élevait à 700 000 milliards de dollars. Nous avons dû passer de non réglementé à réglementé. J'ai levé la main et j'ai dit, hey, je vais lancer une entreprise. Je vais créer une entreprise de dérivés réglementée et transparente. Ils m'ont donné une chance de le faire. J'ai développé cela et à ce moment-là, j'ai été présenté à Gary Gensler, qui est devenu mon régulateur en tant que président de la Commission des marchés à terme sur les matières premières. J'ai construit la plus grande entreprise transparente au monde, rassemblé une équipe et nous nous sommes lancés. En 2018, j'ai repris une deuxième entreprise, courtage principal en devises étrangères, qui a rencontré un très gros problème dans son activité. Je l'ai reprise, remise en ordre et réparée en collaboration avec plusieurs régulateurs. J'ai fini par diriger notre activité mondiale sur les produits dérivés avec 725 personnes sous ma responsabilité, directement et indirectement. Mais je suis devenu obsédé par la crypto au fil du temps. Dès 2014, j'ai collaboré avec Sandy Call, actuellement responsable de l'innovation chez Franklin Templeton. Nous avons commencé à l'explorer ensemble. C'est une futuriste. Et en quelque sorte, l'ampoule s'est allumée et c'est toujours resté dans un coin de ma tête parce que je voyais comment cette technologie pouvait complètement bouleverser, corriger et apporter beaucoup plus d'efficacité dans mon quotidien. Finalement, bah, j'ai pensé à partir en tant que fondateur et puis, vous savez, après le Covid, j'ai vraiment commencé à m'immerger dans la crypto et je ne pouvais tout simplement plus le supporter. J'ai été témoin de nombreuses innovations. J'ai toujours aimé être à la pointe et j'adorais l'innovation. Et j'ai sauté le pas, j'ai rejoint CoinFund et aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis ici. Il y a eu des hauts très hauts, des bas très bas et je suis président, l'un des 5 associés gérants ici. Et voilà, je vais m'arrêter là. C'est vraiment impressionnant, comme des montagnes russes. Donc, Chris, pour revenir à
eh bien, je pense que c'est très important pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Et je pense que moi aussi, j'ai eu ma part de haut et de bas, comme tout le monde. Je pense qu'un des défis, je veux dire, de l'autre côté du monde, vous, aux États-Unis, vous avez une culture qui respecte l'échec. En Europe, ce n'est pas le cas. Je pense que le Royaume-Uni ou Londres était probablement une exception. Mais malgré tout, à un certain niveau, c'est encore très faible comparé à vous. Donc, j'aimerais aborder ce sujet parce que je pense que, bien sûr, l'innovation ne peut exister que lorsque, et j'ai d'ailleurs écrit cette citation, l'échec et le succès sont des frères et sœurs. Et je pense qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre si on veut vraiment aller de l'avant et sortir de sa zone de confort. Mais j'aimerais parler du moment où nous avons fait faillite, quand nous avons traversé des périodes difficiles. Tu as mentionné les amis et les personnes qui te soutiennent, qui comptent, et bien sûr aussi ce sentiment féroce de sortir de sa zone de confort et d'aller de l'avant. J'aimerais aborder cela et je sais que tu es très honnête et que tu vas droit au but. Comment partagerais-tu cela? Et maintenant, en tant qu'investisseur aussi, comment partages-tu cela avec les startups et les organisations dans lesquelles tu investis? Excellente question. En investissant, tu n'investis en réalité que dans une seule chose. C'est dans les personnes, n'est-ce pas? Et en tant qu'être humain, j'échoue tous les jours, vraiment tous les jours. Parfois, ces échecs sont plus importants que d'autres. Et on s'attend à ce que les gens échouent. Les choses ne fonctionnent pas. La vie n'est pas facile. J'ai connu de nombreux échecs dans ma vie. Mais la clé quand on traverse ces échecs ou ces moments de crise, c'est qu'ils représentent des opportunités incroyables. Ils vous permettent de relever la tête et parfois on est tellement pris dans le quotidien. Vous savez, quand j'étais chez Lehman, je travaillais sur une activité, c'était une activité assez linéaire, puis la crise est arrivée et tout a changé. La fois d'après, je dirigeais une activité qui faisait partie d'une industrie de 700 000 milliards de dollars et j'étais en première ligne. Donc les crises mènent à des opportunités. Je ne peux même pas le minimiser et la création de relations. Quand j'étais dans l'insolvabilité de Lehman, le téléphone a sonné. C'était un gars. Il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. J'ai viré 50 millions de dollars à la succession par accident. C'était une erreur opérationnelle. Et quand on passe par une faillite, parfois cet argent arrive, mais en général, il ne ressort pas. Il tombe dans un trou noir, puis tu te connectes en ligne. Très, très dangereux. Tu aurais perdu ce travail. Il m'a dit, peux-tu m'aider? J'ai appelé le trésorier, j'ai réussi à le joindre d'une manière ou d'une autre. Je lui ai dit, tu vois ce virement? Tu dois l'annuler, tu dois refuser de l'accepter. Il a pu le faire, sauver ce gars, 50 millions de dollars et sa carrière. Il est devenu mon premier client quand j'ai rejoint Citigroup. Donc, la crise engendre des opportunités et il faut juste rester concentré, garder du recul et avancer quoi qu'il arrive. Relève-toi, secoue-toi et vas-y. Fantastique. Ce que tu viens de dire est essentiel. C'est comme ça que tu trouves de la force au milieu de toutes les disparités et de tous les défis. Waouh, c'est incroyable. Je respecte plus que tout la façon dont tu gères les difficultés et les échecs tout en continuant d'avancer. C'est un message important pour notre audience. Donc, que l'une des choses dans ta carrière, Béchot, c'est que tu étais dans la finance la plus traditionnelle chez Eleven Brothers, qui bien sûr à l'époque était la plus grande au monde en termes de trading et d'investissement. Puis tu es allé à Citi, comme tu l'as mentionné, et ensuite tu es venu dans la crypto et tous ces domaines différents. Donc, de cette transition de la finance traditionnelle, où nous avons réellement accompli des choses incroyables, à rejoindre la blockchain et la crypto, j'aimerais savoir comment tu vois ces deux choses. Parce que bien sûr, tu as une expérience unique dans la finance traditionnelle au sein des plus grandes organisations, mais aussi maintenant dans ton rôle actuel et en dirigeant également l'un des plus grands fonds crypto au monde, tu as un immense contexte avec la finance traditionnelle et l'économie décentralisée. Un peu de cette histoire. Oui, donc j'ai toujours été un bâtisseur personnellement. J'ai lancé deux entreprises différentes dans le secteur bancaire. Et je pense, tu sais, je n'étais rien comme un entrepreneur de start-up. En tant que start-up au sein d'une banque, j'étais confronté à un ensemble de défis uniques et variés. Construire une entreprise à partir de zéro nécessite un ensemble de compétences différents. Il est difficile de composer avec la bureaucratie et la lenteur lorsque l'on essaie de naviguer et de construire un consensus. J'ai toujours été un bâtisseur passionné qui aime construire et être entouré de bâtisseurs. C'est un ensemble de compétences différents. Donc ça a été une partie importante de mon parcours. Notre entreprise compte 5 associés gérants au parcours très diversifié, issus de la vente, de la consommation, de la deep tech et du capital investissement.
Et ce que nous essayons de faire, c'est de trianguler et de trouver la vérité en tirant parti de nos réseaux différenciés, de notre expertise différenciée. L'une des choses que j'aime dans la crypto, c'est que c'est l'intersection entre la technologie et la finance. Et ces deux choses vont vraiment de pair. J'arrive dans cette industrie avec une compréhension de la structure des marchés et de toutes les inefficacités qui existent dans le secteur traditionnel. Et c'est plutôt drôle. Quand je parle tout le temps à de jeunes fondateurs dans la crypto et à des entrepreneurs, ou même à mes jeunes analystes de recherche, ils me demandent: Hé, pourquoi vous faites ça dans la finance traditionnelle? Parfois, j'ai de très bonnes réponses. Je dis: Voilà ce qui s'est passé. On a fait ça, puis ça. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. D'autres de ces fois, je n'ai pas de bonnes réponses. Je dis: Je ne sais pas. C'est juste comme ça qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant parce que ça m'oblige à repenser et à désapprendre certaines choses que je tenais simplement pour acquises. Oh, c'est juste comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on le fait. Il n'y a pas vraiment de raison, surtout qu'on a maintenant de meilleures technologies. Donc ça a été une grande partie de mon parcours. Vraiment sortir de ces préjugés traditionnels que j'avais, essayer de désapprendre et de réfléchir à de nouvelles approches. Mais bon sang, ça a été tout un parcours. Incroyable. CoinFund. CoinFund est l'un des plus grands, enfin je dirais l'un des plus grands fonds d'investissement au monde et vous soutenez les leaders du nouvel Internet. Alors, dites-nous, qu'est-ce que CoinFund d'abord et comment soutenez-vous les leaders du nouvel Internet? Je suis particulièrement intéressé de voir aussi ce qu'il y a dans votre portefeuille, car il me semble que vous avez plus de 100 entreprises dans votre portefeuille, 105 et 6 véhicules d'investissement. Oui, monsieur. Donc, CoinFund est l'un des plus anciens investisseurs dans tout l'univers de la crypto. Nous célébrerons notre 10e anniversaire le mois prochain dans la crypto. Les années comptent double, voire plus que des années de chien. Les hauts, ils sont très hauts et les bas sont très bas. Nous avons plusieurs stratégies. Nous avons aussi notre stratégie de préamorçage et d'amorçage. C'est là que nous investissons dans des fondateurs en phase de démarrage, au niveau préamorçage et amorçage. Nous avons une stratégie de capital risque qui correspond aux séries A et B. Pour cette stratégie, vous avez une entreprise avec une équipe et un certain ajustement produit-marché. Et puis, nous avons une stratégie liquide qui s'intéresse aux investissements liquides dans les actions et les jetons. Nous sommes des bâtisseurs d'entreprises. Nous aimons collaborer étroitement avec les fondateurs. Notre devise: nous soutenons les leaders du nouvel Internet. Nous prenons cela très au sérieux. Nous pensons que ce nouvel Internet est décentralisé et alimenté par les infrastructures crypto. Nous examinons différents aspects, comme un éventail de secteurs d'investissement, allant de l'infrastructure à la finance centralisée, à la finance décentralisée, à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la crypto, au gaming, au DPIN, qui est l'infrastructure physique décentralisée. Nous ne sommes donc pas des maximalistes d'une blockchain unique. Nous examinons tous les différents écosystèmes et nous essayons de créer de la valeur pour nos investisseurs. C'est ce que nous faisons. Nous avons une portée mondiale. L'un des aspects intéressants de la crypto, c'est que tout est instantanément mondial. Et cela aide à déterminer les valorisations, n'est-ce pas? McDonald's a été fondé en Californie, puis déplacé à Chicago. Au fil des années, il s'est étendu pour devenir omniprésent dans le monde entier. Avec la crypto, vous déployez quelque chose dans ce nouvel Internet, contrairement au cas traditionnel. C'est instantanément mondial, accessible 24 heures sur 24 au-delà des frontières, ce qui le rend vraiment passionnant. C'est très impressionnant. J'aime ce que vous venez de dire sur l'importance que la crypto soit instantanément mondiale dans votre portefeuille. C'est un excellent point. Je pense qu'on ne le met pas assez en avant parce que quand on regarde la crypto et le Web3, d'accord, il y a des gens comme toi et moi qui sont complètement plongés dedans. J'adore ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore hésitants. Oui, non, oui et non. Donc, dans le portefeuille de 105, plus d'entreprises. Veux-tu mettre en avant quelques études de cas? Comme tu l'as dit, là, elles ont cette portée instantanée à l'échelle mondiale. Et certains des exemples que tu considères comme les meilleures études de cas, parce que vous avez beaucoup de protocoles Internet, beaucoup de Web3, comme je l'ai dit, une grande variété de produits. Ce n'est pas comme si vous aviez seulement pour nous
Vous avez Metaversal, qui est un studio de capital risque et une société d'investissement axée sur les jetons non fongibles, jusqu'à beaucoup de, par exemple, un jeu de tir à extraction à la troisième personne, comme Godzilla que tu viens de mentionner aussi. J'aimerais juste voir comment tu regardes ce portefeuille, parce que vous avez des projets très axés sur la finance, très gaming et toutes les différentes parties. Et je vais utiliser le terme scaling, comme tu l'as dit, vous êtes concentré sur les fondateurs, concentré sur les équipes qui créent cet écosystème, parce que bien sûr, nous sommes encore au premier jour en ce qui concerne le F3. Il y a de nombreux défis, mais aussi de nombreuses opportunités. Je veux dire, c'est difficile de s'asseoir et de mettre en avant une entreprise en particulier en disant, oh, c'est celle-ci ma préférée. C'est comme si elles étaient toutes nos enfants. Nous les aimons toutes autant. Tu en as parlé brièvement, n'est-ce pas? Discutons de Godzilla et de Off the Grid. Le jeu vidéo est un secteur vertical intéressant, avec une taille du marché adressable d'environ 200 milliards de dollars. Le problème avec le jeu vidéo, c'est que faut vraiment que ce soit un très bon jeu. Et la première itération du jeu vidéo que nous avons vu dans la crypto était vraiment intéressante parce que c'était la première fois que les gens pouvaient jouer pour gagner. Et je pense que Axie Infinity a été l'un des premiers jeux où l'on pouvait jouer et gagner, puis prendre ce qu'on avait gagné à l'extérieur et le monétiser. Et cela a conquis de petites communautés aux Philippines. C'était un concept très innovant. Il y a quelques années, les experts de l'industrie du jeu vidéo vous diront qu'il faut beaucoup de temps pour créer un jeu. Je pense que cela va s'accélérer avec les avancées récentes en intelligence artificielle, mais il faut offrir une expérience de très grande qualité. Aujourd'hui, la technologie blockchain est omniprésente en ligne, au point où de nombreuses personnes l'utilisent sans même le savoir, notamment dans des films comme Godzilla. L'expérience utilisateur est donc améliorée et plus abstraite. Mais nous voyons des choses de pointe se produire dans tous ces différents secteurs. Un domaine sur lequel nous avons particulièrement, je pense, été très impliqués, c'est que mon partenaire, Jake, a été l'un des principaux penseurs au monde sur l'intersection de l'intelligence artificielle et de la crypto. Donc, l'intelligence artificielle est ce grand mot à la mode, le nouveau jouet brillant, mais très peu de gens ont réalisé à quel point elle serait interconnectée avec la crypto. Et maintenant, même le gouvernement des États-Unis n'a pas seulement un responsable de l'intelligence artificielle, ils ont un tsar de l'intelligence artificielle et de la crypto, parce que les gens commencent à réaliser que ces technologies sont très imbriquées lorsqu'on pense à l'open source, à la transparence, à la souveraineté des données, etc. Ce portefeuille est passionnant. Je vais d'abord parler de l'un de nos premiers investissements dans ce secteur, WorldCoin. WorldCoin, comme vous le savez, est une initiative soutenue par Sam Altman qui démontre la preuve d'humanité. Donc, à un niveau très basique, lorsque vous commencez à naviguer sur Internet, il est très difficile de savoir qui est un bot et qui ne l'est pas, à moins d'utiliser la biométrie. Eh bien, ce protocole introduit la biométrie et vous permet de prouver l'humanité si c'est ce qu'il propose. C'est vraiment très enthousiasmant et cela fait partie de la base de notre thèse sur l'intelligence artificielle. Nous voyons également apparaître des entreprises de formation décentralisées comme Pluralis. Les gens disaient que c'était impossible, mais ça arrive. Calcul décentralisé, etc. Ce secteur vertical est très intéressant. Bien sûr, il se passe aussi des choses intéressantes dans les domaines de la DeFi et de la CeFi. Nous venons de nous associer à une entreprise appelée Row Protocol, qui introduit pour la toute première fois des revenus fixes et des taux. Les taux sont omniprésents dans le monde et constituent les plus importants produits dérivés. J'ai parlé plutôt d'une industrie des produits dérivés de 700 000 milliards de dollars. Eh bien, 500 de cela concerne essentiellement les taux. Or, nous n'avons pas vraiment de taux dans la crypto. Rho introduit les taux ici. Mais je pourrais continuer encore et encore, probablement toute la journée, à parler de chaque investissement. Nous venons d'annoncer un investissement ce matin qui s'appelle Zoot, qui se situe à l'intersection des paiements et du gaming. Mais il y a énormément de choses passionnantes qui se passent dans tous ces différents secteurs. Je pourrais en parler sans fin. Non, et c'est très intéressant. Je veux aborder WorldCoin. D'accord. Donc, je pense que WorldCoin est bien sûr un projet intéressant parce qu'il touche l'une des personnes les plus influentes au monde et aussi quelqu'un qui a un très solide parcours dans l'investissement. Bien sûr, Sam Altman a aussi été une personnalité clé dans le capital risque et il dirige maintenant, eh bien, l'entreprise d'intelligence artificielle la plus disruptive au monde. Donc, j'aimerais aborder la question. Comment voyez-vous et comment votre entreprise se situe-t-elle à l'intersection de la crypto, de la blockchain et aussi du Web3?
J'aimerais savoir comment vous percevez ces intersections et comment vous intégrez l'intelligence artificielle dans ce parcours. Parce qu'en ce moment, bien sûr, l'intelligence artificielle est omniprésente dans tout ce que nous faisons. Si vous regardez Internet aujourd'hui, et souvenez-vous, notre devise est de défendre les leaders du nouvel Internet. Quand j'ai découvert Internet pour la première fois, quand j'étais étudiant à l'université il y a très longtemps, c'était un peu fragmenté, décentralisé et chaotique. Et puis, si vous avancez jusqu'à aujourd'hui, Internet est vraiment contrôlé par 5 personnes. C'est très centralisé. Et le contrat social a été, tu me donnes tes données et en échange, je vais t'offrir une très bonne expérience utilisateur. Je vais te permettre de te connecter avec tes amis et ça va être merveilleux. Mais ils prennent vos données. Et alors que nous entrons dans ce monde de l'intelligence artificielle qui est à la fois excitant et effrayant, la question que nous devons nous poser est, voulons-nous donner le contrôle aux 5 personnes qui dirigent Internet pour qu'elles soient responsables de toute l'intelligence artificielle de manière très fermée, où elles utilisent ces informations, les données qu'elles prennent, et où elles sont suffisamment grandes pour mobiliser toute cette puissance de calcul et ils entraînent ces modèles de manière à optimiser leurs résultats et leurs modèles économiques. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est incroyablement douée pour l'optimisation et, d'une certaine manière, elle ignore d'autres nuances que les humains comprennent en se concentrant sur une optimisation extrême. Alors, voulez-vous avoir un monde de l'intelligence artificielle fermé, contrôlé et centralisé? Ou seriez-vous mieux placé pour avoir quelque chose de plus ouvert, transparent et décentralisé? C'est là que nous concentrons nos efforts sur cette alternative à la centralisation, au statu quo. Nous pensons que cela offre des opportunités incroyables pour une meilleure formation, un meilleur étiquetage des données et même une puissance de calcul encore plus robuste, car aussi grandes que soient ces entreprises, elles ont leurs limites. Si nous pouvons trouver des moyens de générer plus de puissance de calcul en exploitant les capacités d'accès mondial, cela semble être une situation meilleure et plus optimale. Donc c'est la thèse générale. Nous avons publié notre thèse à ce sujet en 22, ce qui était assez tôt dans ce contexte. C'est sur notre site web et mon partenaire Jake en est l'auteur. Oui, c'est en fait, j'ai lu des choses de Jake Osteen. Donc, je voudrais aborder un des sujets maintenant que vous avez mentionné Jake. Il a dit une citation. En fait, récemment, vous avez écrit, nous avons démarré l'entreprise ici, à San Francisco, près de South Park. Nous voulions la développer dans le monde entier. À partir d'ici, donc, tu abordes les deux éléments que nous avons. En ce moment, nous avons plusieurs vitesses et j'aime toujours ça dans la série, mais aussi, surtout avec des personnes comme toi, je pense que si on regarde, nous avons la finance centralisée et l'économie centralisée. Nous avons la finance centralisée dans l'économie centralisée. J'ai récemment interviewé Ava, qui représente une économie de 49 milliards de dollars en finance purement décentralisée. Ce défi entre centralisé et décentralisé est intéressant à observer. Et Warcoin, il est un exemple, mais assez intéressant, même si c'est encore au début. Par contre, comment vois-tu ces deux mondes fonctionner ensemble, surtout avec ton expérience et le fait d'avoir fait partie de certaines des plus grandes organisations et institutions de Wall Street? Mais aussi, comment pouvons-nous amener cela? Parce que l'un des défis que nous avons, c'est que nous avons encore le Web 2, le Web 1 et le Web 3 rencontrent encore des difficultés, surtout en termes de, comme tu l'as mentionné, l'interface utilisateur des produits auparavant. Comment pouvons-nous rassembler tout cela? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma réflexion. L'autre chose, c'est le produit. L'autre chose, ce sont les institutions, l'évolutivité. Je veux rendre la question encore un peu plus complexe et je pense que tu es incroyable pour y répondre. Nous avons encore une population mondiale très jeune. Ironiquement, si tu regardes la population mondiale, surtout en Afrique et en Asie, la moyenne d'âge est de 18 à une vingtaine d'années, 18 à 20 ou 30 ans. Donc, cela signifie qu'environ 60% de la population mondiale est extrêmement jeune et tous, 4,5 milliards, jouent à des jeux chaque jour, mais ils ne gagnent pas d'argent avec ces jeux. Et nous parlons en ce moment de l'intelligence artificielle qui va bouleverser tous les systèmes, la façon dont nous travaillons. Donc, à la fin de la journée, le Web 3 et la blockchain sont plus préparés que le reste de l'économie. Ironiquement, cela reste encore trop fragmenté et c'est une question complexe, mais je voulais ton avis là-dessus. Oui, c'est une bonne question. Et je pense que l'une des belles choses bus avec la crypto, c'est que n'importe qui, avec une connexion Internet, n'importe où dans le monde, peut accéder pour la toute première fois à des services de financiers.
Nous sommes sur le point de présenter un projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis. J'espère qu'une loi sera adoptée d'ici août. Le Sénat votant aujourd'hui, je suis confiant et croise les doigts. Cela va entraîner une prolifération des dollars à travers le monde. Et si vous êtes dans un pays en développement, comme vous l'avez mentionné, et que vous faites partie de ces jeunes dans la vingtaine, préféreriez-vous avoir la monnaie locale ou une monnaie adossée au dollar? C'est aux gens d'en décider. J'ai mes propres théories. Mais le paradigme est en train de changer en réalité. Et j'ai des discussions très approfondies avec les régulateurs à ce sujet, parce que c'est difficile pour les gens de comprendre, de saisir le concept. Aujourd'hui, l'ensemble, moi, je suppose que la grande majorité des services financiers sont intermédiaires. Rendez-vous chez un prestataire qui servira d'intermédiaire pour ces services. Comme mentionné, vous pouvez maintenant y accéder directement depuis Internet via la crypto. Autrefois, les entreprises construisaient la technologie, et c'était le fonctionnement habituel. L'entreprise était responsable de l'offre, de la distribution, de la conformité et utilisait la technologie sous-jacente. C'était un modèle très vertical. Cependant, à l'avenir, il s'agira davantage d'un modèle horizontal où vous aurez ces protocoles qui existent sur Internet et ensuite n'importe qui pourra utiliser ces protocoles avec une connexion Internet et offrir une expérience utilisateur en façade aux gens du monde entier. Ces interfaces, situées dans diverses juridictions avec des réglementations différentes, pourront s'y conformer. Au lieu d'une pile technologique verticale, vous en avez une horizontale. Cela offre de nombreuses opportunités, mais il y a des risques. Par exemple, voulez-vous que les Nord-Coréens aient accès à ces services financiers? C'est un sujet majeur, étudié dans certains de mes groupes de réflexion sur la sécurité nationale. Mais c'est ça, le paradigme. On passe d'intégration verticale à des intégrations horizontales. Et c'est une période passionnante. Ce que tu as dit, bah, c'est très touchant. C'est un paradigme global, mais avec beaucoup de divisions. Nous traversons tous une période où les États-Unis ont les systèmes les plus avancés, mais aussi des tarifs et des différences. Comment rendre le jeu spécial pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui cherchent à créer la prochaine entreprise milliardaire, ce qui est à la fois plus facile et plus difficile que jamais? Comment voyez-vous cela, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui veulent lancer leur start-up ou avancer malgré les difficultés? Oui. Pour les personnes qui cherchent à lancer une start-up, je veux dire, il faut beaucoup de bravoure et de courage pour le faire, n'est-ce pas? C'est un pari majeur sur soi-même. Ce sont ces personnes qui ont changé le monde. Ce sont celles qui créent de la valeur là où il n'y en avait pas auparavant. C'est une entreprise très noble. C'est extrêmement difficile. Les hauts sont très hauts et les bas très bas. Et franchement, la plupart des gens échouent pour revenir à ce dont nous avons parlé au début. Donc, si vous avez une grande tolérance à la douleur, vous pouvez apprécier l'échec, en tirer des leçons et grandir grâce à lui. Nous recherchons les meilleurs fondateurs du monde, les personnes avec les plus grandes idées, créatives pour résoudre des problèmes, qui comprennent et s'attaquent à un problème, capables de constituer des équipes et de lever des fonds. Nous pouvons être un premier investisseur, mais ils doivent savoir lever des fonds lors des tours suivants à mesure qu'ils se développent. Ils sont rares. Mais c'est une période très excitante. Quoi d'autre? Quand vous commencez à réfléchir aux problèmes que vous résolvez, vous savez, nous aimons investir dans les personnes qui s'attaquent aux plus grands et aux plus difficiles problèmes, avec les plus grandes tailles du marché adressable ou les plus grands marchés qu'ils peuvent conquérir et développer. Nous ne cherchons pas de petits résultats, nous cherchons des licornes, des résultats de plusieurs milliards de dollars. Donc, nous avons besoin de personnes ambitieuses, résilientes, fortes et presque religieusement dévouées à la réussite et à s'assurer que leur protocole ou leur projet fonctionne. Effectivement, c'est le Saint Graal. Pour revenir à ce que vous avez mentionné sur la régulation, vous avez siégé à la Commission américaine de régulation des marchés à terme sur matières premières, ainsi qu'au comité consultatif des marchés mondiaux et au sous-comité des marchés d'actifs numériques. Donc, avec votre expérience sur ces grandes infrastructures du côté des régulateurs et en examinant les politiques que nous avons actuellement à la fois dans la crypto, mais aussi dans le Web3 et les actifs numériques, vous avez mentionné par exemple que le marché des produits dérivés représente plus de 700 milliards, voire des milliers de milliards en réalité, et je pense que ce sont les chiffres actuels. L'industrie de la crypto représente environ 3,5 à 4 000 milliards, comme vous l'avez mentionné.
mais nous allons probablement atteindre, en fait, il y a eu une étude récente de Mastercard évoque un marché de 11 000 milliards de dollars avec l'ajout croissant de propriétés et d'actifs numériques. Comment percevez-vous cette adoption du point de vue réglementaire et commercial? Oui. Donc, pour être très clair, je n'ai jamais travaillé à la Commission des marchés à terme sur les matières premières. Je n'ai jamais été employé par la Commission des marchés à terme sur les matières premières. Je suis conseiller et j'ai aussi été membre du comité exécutif du conseil d'administration de la Fédération internationale. Je comprends bien ce secteur, mais je n'y ai jamais travaillé en tant qu'employé. Très bien. La régulation est passée d'un obstacle majeur à un véritable moteur. Et ce que j'ai appris de Dodd-Frank, et j'accorde parfois trop d'importance à la régulation, et on me le reproche parfois, mais ce que j'ai appris de Dodd-Frank, c'est que si tu veux construire les plus grandes et les meilleures entreprises, tu dois comprendre les règles. À l'époque, je lisais des dizaines de milliers de pages pour saisir les nuances, les discussions et le raisonnement des régulateurs, car une fois les règles du jeu fixées, il faut le gagner. Et donc en ce moment, nous traversons une période de changement profond. C'était un règne de terreur réglementaire aux États-Unis pendant les 4 dernières années, et cela s'est complètement inversé. Maintenant, chaque fois que je parle à un régulateur, il se recentre sur une approche fondée sur des principes. Ils sont tous engagés. Cela est soutenu par leurs supérieurs, les décideurs politiques et les élus. Et c'est comme, hé, on veut travailler avec vous. Nous voulons, en Amérique, nous voulons que les États-Unis soient la capitale mondiale de la crypto. Et cela provient souvent directement du chef de l'exécutif, en réalité. Et c'est soutenu par des membres des deux partis à travers le Congrès. Donc c'est vraiment, vraiment une situation très enthousiasmante parce que maintenant, les régulateurs n'essaient pas de vous arrêter, de vous punir ou de vous freiner. Ils essaient de vous aider. Observez ce qui s'est produit avec les fonds négociés en bourse dans les années 90. À cette époque, ils étaient un peu stagnants. Finalement, le président de la Securities and Exchange Commission a déclaré qu'il fallait agir pour favoriser l'innovation. Et devinez quoi? La Securities and Exchange Commission a aidé les fonds négociés en bourse à être lancés. Et aujourd'hui, c'est une industrie de 14 000 milliards de dollars. Et cela donne aux investisseurs accès à des actifs dont ils ne pouvaient que rêver auparavant. Et la tokenisation, c'est le nouvel fonds négocié en bourse. Ce sera une industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars. Comme je l'ai dit, cela permet un accès instantané, sans frontières, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux actifs financiers. Ça va être vraiment, vraiment passionnant. Donc, ce que nous attendons dans les 3 prochaines années, c'est beaucoup de clarté, du soutien de notre gouvernement qui se manifestera par de nouvelles lois. Une loi sur les stablecoins entrera en vigueur cette année. J'en suis très confiant. Ensuite, il y aura des discussions sur le Clarity Act ou le Market Structure Act, ce qui est plus complexe. Mais je me sens à l'aise avec le fait que cela soit adopté ou non. Les régulateurs sont maintenant là pour faire des affaires. Ils sont là pour créer un cadre qui offre transparence et prévisibilité aux éléments fondamentaux qui différencient, franchement, les marchés de capitaux américains depuis des décennies. Et ce que cela fait, Denis, c'est que ça oblige les autres pays à suivre le mouvement, à prendre note et à ne pas ignorer ce secteur. Ils ne peuvent pas se permettre d'être laissés pour compte. Si tu regardes l'Europe et le Royaume-Uni, ils ne s'en sont pas très bien sortis pendant l'ère du Web 2.0. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. Il n'y a pas vraiment beaucoup, tu sais, de licornes technologiques dans ce pays. Néanmoins, ils ont une économie de services financiers extrêmement forte et robuste. Et ils ne peuvent pas se permettre de perdre ça. Et avec la technologie à l'intersection de la tech et de la finance, ils doivent être compétitifs, sinon ils ont beaucoup à perdre. Je suis donc très enthousiaste à ce sujet, ayant récemment rencontré Rachel Reeves. J'ai hâte de voir comment ils vont progresser. De plus, dans le contexte du Brexit, les Européens ont également adopté Markets in Crypto Assets. Ils doivent s'assurer d'avoir les politiques adéquates en place. C'est un phénomène mondial avec les États-Unis qui jouent un rôle de leader. Bien qu'imparfait, c'est un moment très opportun. La dernière chose que je vais dire, et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ces dernières années, les capitaux institutionnels ont dû rester en retrait parce qu'ils ne voulaient pas prendre de risques de réputation. Ils aiment prendre des risques de marché et investir, mais craignent de perdre leur argent et d'être embarrassés suite à une action réglementaire. La vérité est que le risque réglementaire étant écarté, le risque de réputation diminue, donnant confiance pour investir dans ce secteur.
l'arrivée de nombreux capitaux institutionnels est très positive. Mais peut-être que ce qui est encore plus excitant, c'est qu'il y a environ 30 millions de développeurs dans le Web 2, n'est-ce pas? Souviens-toi les 30 millions. Sais-tu combien il y en a dans le Web 3, Denis? Excellente question, j'aimerais bien le savoir, Oui. mais je suis sûr que c'est bien plus petit, non? Environ 10 000, c'est ça. Donc maintenant, tu vas avoir parmi ces 30 millions ceux qui ne voulaient pas venir dans notre espace. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème. Ils voulaient éviter la prison et les problèmes avec la Securities and Exchange Commission. Cela ouvre la porte à davantage de développeurs. Il y aura une collision incroyable entre le capital et les développeurs grâce à un vent réglementaire favorable. C'est très excitant. Oui, surtout avec un chiffre comme celui-là. En fait, j'ai confiance. Ouais, d'habitude, j'aime les chiffres, mais je ne regarde jamais cette proportion. Regarde, Excellente remarque. Je vais le faire. J'apprécie vraiment cela. C'est sidérant et je pense que c'est pareil pour tous nos auditeurs. Bon, il y a de nombreuses opportunités dans ce domaine pour nos auditeurs. Et en fait, effectivement, en regardant cela, ça m'amène à la question suivante. Je pense que le défi que nous avons, et j'ai adoré, il y avait un article que vous avez écrit récemment, il y a quelques mois, sur l'idée de débloquer une intelligence artificielle ouverte, précieuse et compétitive à l'échelle mondiale dans le Web 3. Et je pense que cela touche à l'importance de développer des modèles qui créent de nouveaux écosystèmes commerciaux viables pour décentraliser l'intelligence artificielle. Donc, à partir de ce niveau d'opportunité que nous avons, de 40 millions de développeurs à 10 000 dans le Web 3. Donc, tout d'abord, comment définissez-vous le Web 3? Je pense que c'est important de continuer qu'à le répéter avant que les gens comprennent, car cela reste mystérieux pour beaucoup. Et surtout, cet article que je mets en avant se trouve sur votre blog et c'est quelque chose que vous avez réalisé dans le contexte de Pluralist qui crée l'apprentissage par protocole. Je m'intéresse beaucoup à la création d'une intelligence artificielle décentralisée qui protège nos données et crée de nouveaux modèles. C'est essentiel pour l'avenir de l'apprentissage de ces modèles. Web 3, puis apprentissage par protocole et modèles économiques vers l'intelligence artificielle décentralisée. oui, le Web 3 est l'Internet décentralisé fonctionnant grâce à la technologie blockchain. Ce que ça fait, bah, c'est que c'est une histoire de fond assez intéressante, en fait. Donc, le registre a été inventé il y a environ 7000 ans en Mésopotamie. Et à cette époque, l'économie a explosé, dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Les mathématiques sont apparues, l'algèbre aussi, n'est-ce pas? De nombreux événements ont eu lieu, comme l'essor de l'art et le progrès de la civilisation. Quelle en est la raison? Pour la première fois, on pouvait suivre les possessions de chacun. Cela a permis d'emprunter et de prêter grâce à un processus de registre. La deuxième innovation concernant le registre est apparue à la Renaissance. Il s'agissait de la comptabilité en partie double, qui a créé la base du suivi comptable. Et puis, la troisième innovation concernant le registre lui-même, je dirais que c'est la blockchain avec le déploiement du Bitcoin en 2008. Cela permet l'échange de valeurs sans confiance et sans autorisation sur ce registre décentralisé. Mais concrètement, quel est son effet en termes très simples? Cela te permet de placer une propriété privée sur Internet pour la toute première fois. C'est un changement majeur. Auparavant, vous ne pouviez rien posséder, même pas votre propre uniforme ressource locator, mais tu peux réellement tokeniser quelque chose et le mettre en tant que propriété distincte sur Internet pour la première fois. Les gens ne réalisent pas l'importance de cela. Ta deuxième question concernait l'intelligence artificielle qui excelle dans l'optimisation des résultats. Nous pouvons utiliser des jetons. Les jetons ont de super pouvoirs dans de nombreux domaines, comme la formation de capital et l'incitation. Donc, en incitant les gens ou maintenant les bots avec des jetons, tu peux vraiment les amener à faire des choses si tu les programmes pour maximiser leurs résultats. Giza, une entreprise, déploie des agents qui optimisent le rendement sur la blockchain. Ils naviguent rapidement, sans effort, sans dormir, ni se fatiguer. Donc maintenant que tu as cette intersection incroyable entre l'intelligence artificielle et la crypto, tu peux faire des choses de manière décentralisée. Tu peux redonner aux gens la souveraineté sur leurs données. Puisque je te donne mes données, tu peux les utiliser pour l'entraînement. Sinon, je ne suis pas obligé de te les fournir car elles m'appartiennent.
Tu peux utiliser l'incitation pour rassembler de la puissance de calcul, n'est-ce pas? Je vais te donner le jeton si tu me donnes ta puissance de calcul. C'est vraiment, vraiment puissant. Tu peux utiliser des jetons pour inciter les gens à aider à entraîner les données et à les étiqueter. Ouais, tout cela, Yossua, est vraiment passionnant et tu peux le faire dans un environnement plus décentralisé, ouvert et transparent. Et c'est un élément clé et fondamental pour la prochaine itération d'Internet, parce que je pense que sans cela, nous ne pourrons pas, pour construire tout d'abord un monde dystopique ou moins dystopique, mais aussi pour construire quelque chose qui est vraiment du sens. Moi, j'adore ton analogie, c'est vraiment une idée que j'aime, celle du registre qui a été inventé. En fait, j'ai mis ça dans l'un des livres d'un professeur que j'ai écrit. Il y a 7000 ans, nous avions déjà des registres, et en fait, nous avons encore ce genre de livre où les gens notent tout, des octets à la comptabilité. Donc, une grande partie de l'économie mondiale est encore sur papier et le papier reste le registre. Nous sommes donc passés au numérique. Donc, en prenant en compte ton expérience, je dirais que, et je sais que mon temps est limité, donc concernant CoinFund en ce moment, avec le portefeuille fantastique que vous avez et tout le travail que vous explorez, quels sont les problèmes que vous essayez de résoudre? Surtout dans la mise en place de cet écosystème. Une recherche fantastique que j'ai menée montre que actuellement l'écosystème compte parfois plus que la façon dont on le met en place ou l'innovation elle-même. C'est à travers cette innovation qu'on s'épanouit et crée du nouveau. C'est comme une forêt. Il faut beaucoup d'arbres, pas un seul. Comment vois-tu cette forêt du Web3 à l'heure actuelle? Si tu regardes le Web3, il y a toutes sortes de petits arbres fantastiques qui sont encore en train de s'épanouir, comme tu l'as dit, à l'échelle de l'économie mondiale. C'est comme ça que je pense que nous pouvons avancer. Donc, j'aimerais savoir comment tu vois cela d'abord d'un point de vue de l'innovation, mais aussi du point de vue de ton propre écosystème. Oui, je veux dire, si tu regardes la loi de Metcalfe, les réseaux sont très puissants. Et je pense que ce que nous avons vu dans la crypto, c'est que les jetons sont vraiment de bons mécanismes d'incitation pour réellement créer et former des communautés et inciter les gens. La communauté, c'est tout. La communauté représente une grande partie de la valeur. La communauté mène à la distribution. Elle facilite aussi grandement le consensus social. J'ai appris que le consensus social est primordial. Sans consensus social, le Bitcoin ne vaudrait rien, mais aujourd'hui, il vaut plus de 100 000 dollars ou peu importe, parce que les gens y croient. Il y a un consensus sur le fait que c'est une réserve de valeur. Donc moi, je ne peux pas sous-estimer l'importance de la communauté dans tout type d'investissement que nous envisageons. Parce que sans communauté, il y a très peu de choses que vous pouvez construire l'outil le plus sophistiqué. Mais si les gens ne l'utilisent pas, n'y croient pas et ne veulent pas faire partie de ce réseau, cela devient très difficile. C'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que on a souvent vu beaucoup de tribalisation dans notre domaine où et mon écosystème est le meilleur. Je me fiche de tous les autres. Alors que notre entreprise a une approche différente et agnostique par rapport au blockchain. Nous recherchons la meilleure valeur à travers les différentes chaînes. Nous ne sommes pas maximalistes dans un secteur ou sur une blockchain spécifique, car chacune présente des avantages et des inconvénients nuancés. Nous tentons de naviguer dans ces écosystèmes pour trouver de la valeur, soit dans ces écosystèmes même, soit dans les applications qui s'y trouvent. Donc, il y a une frontière subtile entre le tribalisme et la formation de communautés, mais les communautés apportent vraiment, vraiment de la valeur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour revenir sur l'un de tes articles qui a été publié, que tu as mentionné, donc pour revenir maintenant aux stablecoins, parce que les stablecoins, comme tu l'as dit, connaissent actuellement une croissance à bien des égards. Il y a un aspect réglementaire à ce sujet et une capitalisation boursière d'environ 250 milliards de dollars. Donc, il y a le vote sur le projet de loi Snake que tu as mentionné et le Genius Act. Mais ce que j'aimerais voir, c'est que nous nous concentrions sur les stablecoins. Parce qu'un des défis que nous avons et que j'ai même avec mon équipe, c'est que mon équipe est décentralisée et répartie dans le monde entier. Quand je paie des salaires au Vietnam ou en Afrique, j'ai parfois de gros problèmes. Et parfois, un paiement de, je ne sais pas, 1000 livres peut en fait bloquer tout un compte bancaire. Nous avons quelques frustrations avec la finance conventionnelle et traditionnelle et la façon dont nous abordons cela. Donc, du point de vue de ton article, pour les personnes qui nous écoutent, c'est Crypto Healed
Hunger Games Coming to the Stablecoin Summer. J'adore ce titre. Il est vraiment excellent. Si tu pouvais développer un peu plus sur ce sujet. Oui, je pense que les stablecoins sont la plus grande innovation pour le dollar. Tu ne pourrais pas t'asseoir devant un tableau blanc derrière moi et concevoir quelque chose de mieux pour le dollar. Avec la législation appropriée, et je pense que nous en sommes assez proches, cela va perpétuer le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale pour les décennies à venir. Cela exigera l'achat de milliers de milliards de dollars de bons du Trésor par le secrétaire au Trésor et le département du Trésor l'a lui-même prévu. On prévoit l'achat de 2000 milliards de dollars en bons du Trésor, ce qui les ravit. Que font les stablecoins? Pourquoi sont-ils si importants? Eh bien, pour beaucoup de gens, ils permettent des paiements mondiaux, instantanés, très peu coûteux et sans friction. C'est formidable. Ils offrent également de nombreuses capacités de garantie pour diverses institutions traditionnelles à travers le monde. Mais pour certaines personnes, les stablecoins indexés sur le dollar sont aussi une réserve de valeur incroyable. Les gens se demandent pourquoi utiliser ce produit qui ne rapporte pas d'intérêt. Mais si vous vivez dans un pays en développement, c'est différent. Et que vous êtes soumis à une monnaie locale en hyperinflation. Dans la situation actuelle, vous pouvez vous sentir mieux et plus en sécurité en gardant des dollars. Désormais, il est possible d'accéder à ces dollars sans compte bancaire, simplement avec une connexion Internet. C'est un super pouvoir extraordinaire. Alors, qu'allons-nous voir? Je pense que vous allez voir des milliers de milliards de dollars à court terme dans les stablecoins. Et l'autre chose, c'est que beaucoup d'institutions s'intéressent à Tether. Tether a atteint la vitesse de libération. Cela existe depuis longtemps. Et comme ils ont une large distribution, ils captent l'intégralité de cette liquidité. Mais pour les nouveaux entrants sur le marché, même Cercle a payé plus d'1 milliard de dollars à Coinbase, selon ses finances actuelles, juste pour le privilège de la distribution. Donc, mon point dans cet article, c'est qu'être un émetteur de stablecoin n'est pas facile. De nombreuses institutions vont se lancer dans ce secteur. Ce sera un champ de bataille brutal où les gens tenteront d'éliminer les stablecoins des autres pour émettre les leurs afin de capter cet intérêt. Ce que j'ai appris dans la finance traditionnelle, c'est que lorsqu'une régulation est introduite, les gens se précipitent dans le secteur, puis il y a une consolidation. Voici donc nos attentes. Qui en bénéficiera dans ce contexte? Ceux qui seront passés à l'échelle vont gagner. Je ne sais pas qui ce sera, mais je suis confiant car les marges vont se réduire, les taux d'intérêt baissent et les frais augmentent. Les gens vont vendre et céder une partie de ces intérêts. Les grands gagnants de cette ruée vers l'or seront les plateformes d'échange permettant le trading de stablecoins, à l'instar de ceux qui vendent les outils lors de telles ruées. Tout ce qui facilite la distribution, comme ces pelles et ces pioches, va devenir passionnant. Une nouvelle blockchain nommée Plasma vient d'être lancée pour fournir une infrastructure de paiement. Ce sont le genre de choses que je trouve très intéressantes à moyen terme. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi et je pense que c'est un élément clé. Ah, comme tu l'as dit, lors de chaque ruée vers l'or, on crée l'écosystème autour qui sert, je dirais, le centre de la pyramide, si on peut le formuler ainsi. Donc, je sais qu'il me reste 5 minutes. Je vais essayer d'être très rapide. En ce qui concerne ton travail, tu as beaucoup travaillé sur l'innovation également. Tu as co-inventé le taux de staking composite Ether. Dis-moi et un taux d'intérêt de référence pour le staking de Ether. Donc, l'une des choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette sorte de gamification de l'économie, parce que un des risques, même pour moi, par exemple, en tant que quelqu'un qui a fait toutes les erreurs en tant qu'entrepreneur de start-up, j'ai créé une banque dans le passé et j'ai créé plusieurs monnaies, mais j'ai toujours été, en tant qu'entrepreneur, bien sûr, tu fais beaucoup d'erreurs, mais il y a un grand manque de littératie numérique et surtout, je dirais, de littératie numérique et financière. Et si on peut gamifier et créer ces systèmes de staking, on peut en fait créer de nouveaux systèmes pour les gens, d'abord pour apporter de nouvelles solutions à leurs problèmes, mais aussi pour apprendre à comprendre l'écosystème. Donc cela apporte un peu de liquidité à l'écosystème crypto au sens large, mais aussi à l'écosystème financier plus global tout en intégrant la gamification et une partie du Web3 concerne justement cela. Alors, comment vois-tu ces choses et quelle est ta vision pour activer cela à plus grande échelle dans le cadre de tes investissements et tout ça, mais aussi dans la société au sens large? Merci d'avoir mentionné César, une initiative qui nous enthousiasme. Quand Ethereum est passé au Proof of Stake,
venant du monde des revenus fixes. Je me suis dit qu'on avait le taux sans risque d'Ethereum, mais personne n'y pensait. J'ai réalisé qu'il fallait le construire car ça deviendra fondamental pour la finance de base à l'avenir. Les actualités financières ne parlent pas des entreprises, mais de la Fed. Que font les taux? Et voici un autre exemple de taux d'intérêt décentralisé, transparent et ouvert. Encore une fois, ils sous-tendent un marché de 500 000 milliards dans la finance traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons introduit ces concepts dans le monde de la crypto en réalisant les premiers swaps de taux fixes contre taux variables. Pourquoi? Parce que cela apporte de nouvelles formes d'utilité à ces écosystèmes, à ces sortes d'États-nations qui ont désormais leur propre rendement souverain, n'est-ce pas? La gamification va au-delà de cela. Je pense que finance et gamification convergent, nous le constatons régulièrement. L'expérience utilisateur évolue notamment avec les jeux Play to Earn. Mais ce que sont les taux d'intérêt, c'est que la crypto, c'est nouveau. C'est très axé sur le grand public. Nous sommes en plein marché haussier institutionnel où les institutions investissent massivement. Ils vont rechercher ces outils sophistiqués qui offrent de l'utilité, comme les taux, comme les marchés de revenus fixes. Et les marchés de revenus fixes sont un domaine qui m'enthousiasme beaucoup parce qu'ils viennent tout juste de naître et que des produits comme César les soutiennent. La gamification elle a été introduite dès le début car le domaine est très axé sur le retail par nature. Je pense que vous allez voir cela céder la place à plus d'institutionnels maintenant et qu'au final, nous atteindrons un équilibre avec à la fois l'adoption institutionnelle et retail. Super. Je sais que tu dois y aller. Donc, probablement mes dernières questions et mots. Tu as une excellente connaissance des actifs numériques et du Web3. Comment voyez-vous CoinFund évoluer dans le paysage global de l'investissement en actifs numériques dans les 3 à 5 ans à venir? Oui, je veux dire, nous allons continuer à faire ce que nous aimons. Nous allons continuer à évoluer. Nous allons continuer à investir dans les fondateurs les plus incroyables. Donc, s'ils sont là dehors, s'ils cherchent à faire quelque chose de grand, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous sentons très bien positionnés. Nous sommes l'un des plus anciens. Vous savez, nous avons plus de 120 investissements. C'est un endroit intéressant où être et donc nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec de jeunes fondateurs et de les aider à atteindre leur plein potentiel. Mais nous sommes aussi impatients de contribuer à construire beaucoup de ces prochaines licornes dans notre secteur. C'est vraiment une période très excitante. Merci Chris pour ces précieux enseignements. Nous partagerons les liens vers tes différentes activités. Félicitations pour ta remarquable carrière, tes performances et ton nid. Je pense que l'humilité de comprendre l'impact des hauts et des bas d'une carrière en montagne russe, mais aussi une immense carrière couronnée de succès. C'est un honneur d'être ici, c'est un honneur d'être invité. Merci beaucoup, Denis. Passez une excellente journée et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci.